Je ne sais pas vraiment qui je suis. Je sais juste qu'il y a quelque chose de sombre en moi. Cette phrase du tueur fictif Morgan Dexter résonne étrangement avec la réalité glaçante de Niels Ogle. Entre la fiction et les faits, un même fil rouge apparaît, celui d'un homme capable de donner la mort, tout en se cachant derrière le masque du soin, oscillant entre contrôle, fascination et illusion de toute puissance. Nous avons tous quelque chose à cacher. Certains le cachent simplement mieux que d'autres, dit Dexter. Ce constat cynique trouve un écho troublant dans l'affaire Ogle. Sous le masque d'un infirmier compétent et dévoué, il dissimulait une série de crimes commis dans les services de soins intensifs allemands. Ses lettres depuis la prison où il reconnaît « Oui, je suis un serial killer » révèlent la part d'ombre d'un système hospitalier aveuglé par la routine et la confiance. « Je n'ai pas de sentiments comme toi, je suis né sans eux. Ce que j'ai à la place, c'est le besoin de paraître normal. » Cette absence d'empathie que Dexter assume comme une vérité de sa nature trouve un reflet dans les propos de Niels Ogle lors de son procès de 2018, où il dira « Je dois dire que l'empathie ne jouait pas un grand rôle pour moi à cette époque. » Derrière cette lucidité froide se dessine l'un des plus grands scandales médicaux d'Allemagne. Du sang, parfois ça me fait grincer des dents, d'autres fois ça m'aide à contrôler le chaos, selon Morgan Dexter. Entre contrôle et chaos, entre soins et destruction, c'est dans cet espace que Niels Ogle a agi. Infirmier consciencieux en apparence, il a provoqué des arrêts cardiaques pour ensuite les corriger ou les observer échouer. Ainsi, à travers ces citations de fiction, se dessine la réalité dérangeante d'un homme bien réel. Niels Ogle, présenté d'abord comme un infirmier consciencieux, a progressivement révélé une personnalité complexe, marquée par la recherche de contrôle, la froideur émotionnelle et surtout le besoin de reconnaissance. Au-delà du portrait individuel, son parcours questionne la capacité du système hospitalier à détecter la déviance au cœur même du soin. C'est cette tension entre vocation médicale et dérive meurtrière que l'épisode de ce soir tentera d'explorer. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie, pour le meilleur et surtout pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts et nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel. Et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un bloc de cuisine ici. Mais sur ce, Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et salut à tous, comment ça va aujourd'hui, Falsiparum ? Eh ben écoute, ça va, on enregistre en milieu d'après-midi, un dimanche, sans les enfants. On vient de mettre Falsipadog à la porte parce que il avait commencé avec nous et puis en fait finalement il n'a pas été aussi sage qu'on avait espéré et que finalement on a dû refaire notre intro grâce ou à cause de Falsipadog. C'est ça. Il se grattait, donc ça aurait été pas très agréable pour vous. Je tiens à m'excuser pour l'épisode d'Asperger où le son était pas top et où je mangeais mes mots et tout. On a eu quelques retours là-dessus. On était extrêmement fatigués quand on a enregistré celui-là. Je pense qu'on aurait dû l'enregistrer un peu plus tôt ou différemment. C'est ça. Et il a été très long et donc il y avait beaucoup de notions aussi à développer. Et c'est vrai que voilà, je parlais dans ma barbe, donc je m'excuse pour cela. Donc on est parti sur déjà le 4e épisode de la saison 2. Ça fait plaisir de continuer tout doucement.
Et cette fois-ci, on part en Allemagne pour étudier un serial killer infirmier. Alors lui, pour le coup, c'est un des plus grands serial killers de notre univers des crimes médicaux. Mais je pense, sans trop divulgacher ton histoire, que c'est un des pires serial killers de l'histoire tout court. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais clairement, le tien que tu nous avais raconté en tout début, le médecin de la Seconde Guerre mondiale, était pas mal. Mais là, oui, clairement, en termes infirmiers, ouais, je pense que c'est un des pires. C'est... En tout cas, il n'a pas fait que 2-3 morts, quoi. Celui-là, on l'avait fléché depuis très très longtemps. Il faisait partie d'un facile top 20 sur les épisodes qu'on voulait traiter en parlant de ce podcast, et donc c'était temps de le traiter. Il y en a quelques-uns comme ça de serial killers, on va dire soignants. Oh, j'en ai quelques-uns. Ouais, on en a quelques-uns dans les pays de l'Est, en France aussi, des aides-soignantes. Et alors pour ceux qui sont sagaces, si vous écoutez un peu les actualités actuellement, vous verrez qu'il y a quelques rapprochements entre Niels Hugel et Frédéric Péchier, l'affaire Frédéric Péchier qui passe en justice vraiment en ce moment, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour plus de détails, si vous voulez, si vous êtes anglophone, bien sûr, je vous conseille d'aller écouter le podcast qui a été fait sur lui en anglais, enfin par des Américaines. C'est MedCrimes. Voilà, MedCrimes, qui est un podcast très très bien fait, qui traite de des mêmes sujets que nous. C'est des infirmières. Voilà, c'est 2 infirmières et qui parlent de crime, scandale et true crime médical, mais pour le coup en anglais, en américain même. Oui. Et vraiment, c'est une recommandation qu'on peut vous faire si vous aimez le true crime et si vous parlez couramment l'anglais. Après, pour ceux qui ont plus tendance à lire, sur Spotify, il y a la transcription. Là, il y a la transcription. Voilà. C'est ce qui m'a permis parce que sinon, c'était impossible pour moi. Allez, on est parti ? Super. On va commencer comme d'habitude par la biographie de Niels Hugel, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Niels Hugel est né en Allemagne, à Wilhelmshaven, en Basse-Saxe, en Allemagne de l'Ouest, le 30 décembre 1976. Il a grandi dans une famille catholique et décrira plus tard sa famille comme chaleureuse et solidaire. Son père était infirmier à l'hôpital de la même ville et sa mère était assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Il a une grande sœur, j'ai rien sur sa grande sœur. Je sais juste qu'il avait aussi une de ses grand-mères qui, elle, était infirmière. Ils avaient ça dans le sang que d'être infirmier de famille, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, tu verras, il a pas eu trop le choix. L'enfance de Hugel est tout à fait normale, pas d'enfance déchirée, dans le chaos, avec des chocs traumatiques, enfin, voilà. Hormis une petite séparation temporaire de ses parents lorsqu'il avait 11 ans, où il aurait développé des troubles anxieux. Il a une enfance plutôt protégée et sans violence. À l'adolescence, et à l'enfance aussi, il semble avoir une vie assez normale et très sociable, puisqu'il fait du football pendant son temps libre, il adore ça. Et il a une scolarité sans encombre. Il y a ces professeurs, là, dans ce que j'ai pu lire, qui ont été interrogés bien après, du coup, qui disaient que personne ne pouvait se douter de ce qui allait arriver, parce qu'il était vraiment quelqu'un de très sociable, quoi. Contrairement à certains... Mon voisin le tueur, qui était finalement un gars bien, jusqu'à ce qu'on découvre que... Hugel voulait devenir médecin, à la base, sauf qu'il n'a pas eu son Abitur. Abitur, pardon. C'est le bac. Allemand. Et pour les non-français, le bac, c'est le diplôme de fin d'études avant d'accéder aux études supérieures. C'est ça, oui. Pour ça, il se tourne vers des études d'infirmière. Apparemment, on peut le faire sans le bac, sachant qu'en France, ce n'est pas possible, il faut avoir le bac. Enfin, après, tu peux faire d'autres manières dérivées avec des équivalents. Ouais, mais avec les finalement, équivalents, les études d'infirmière sont des études supérieures, donc il faut le baccalauréat. Il faut ce bac. En France, en tout cas. De 95 à 97, il fait et réussit ses études pour devenir infirmier à l'hôpital Saint-Willehad de Wilhelmshaven.
Le diplôme est obtenu, mais quand même avec le petit commentaire insatisfaisant. Ça part sur des bonnes bases. Il part pas pour être... Voilà, mais après, avec l'expérience, on peut bien évoluer. Il y a quelques éléments traumatiques quand même dans le début de sa vie d'adulte. Alors, j'ai pas trouvé les dates, mais c'est des informations quand même que j'ai vues à plusieurs endroits qui ont été repris dans le compte-rendu des procès, donc ça semble réel, quand même. Donc son père aurait fait un arrêt cardiaque récupéré, donc toujours en vie. Hein. Il a eu une petite amie aussi qui est décédée lors d'un accident de voiture. Et lui-même, alors pas au même moment, hein, bien sûr, il a eu un accident de voiture avec un double tonneau. Plus tard, les experts psychiatriques diront que ça a eu un gros impact sur son rapport du contrôle de la vie et de la mort. Ok. On passe à son premier emploi, donc en 97. Jusqu'en 99, il va travailler pendant 2 ans dans l'hôpital de ses études, Wilhelmshaven. On part, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce premier emploi. Je sais même pas, j'ai même pas trouvé où est-ce qu'il a fait dans quel service il était. Son deuxième emploi commence en 1999, où il part travailler à la clinique d'Oldenburg, à 55 km de sa ville natale, plus dans les terres, vers le sud, on va dire, de l'Allemagne, en service de soins intensifs en chirurgie cardiaque. Parce que là, je regardais sur la carte, Wilhelmshaven, c'est quand même tout au nord. Hein. C'est proche de la mer. C'est vraiment entre les Pays-Bas et le Danemark, vraiment très très juste au-dessus de Brême, pour ceux qui connaissent un peu. Ouais, il travaille en service de soins intensifs en chirurgie cardiaque. Alors, qu'est-ce que les soins intensifs en chirurgie cardiaque ? Je vais vous faire un petit récap pour savoir un peu ce qu'on trouve comme type de pathologie dans ce service, pour savoir dans quel univers il va évoluer en fait à partir de sa deuxième année de fin d'école d'infirmière. Le service de soins intensifs en chirurgie cardiaque accueille, comme son nom l'indique, des patients ayant des problèmes de cœur. Les différents types de problèmes que l'on peut retrouver dans son service seront bien évidemment en fonction de la présence de des cardiologues, de chirurgiens et du plateau technique qu'il y a sur l'hôpital. Donc on retrouve on retrouve pas tout d'un coup à chaque fois, mais on peut trouver de la chirurgie coronarienne, notamment le pontage. Alors un pontage coronarien, un pontage tout court, qu'est-ce que c'est ? C'est une action de construire un pont provisoire entre 2 endroits. Ici, ça sera la réunion de 2 vaisseaux sanguins par une greffe vasculaire ou par un tube plastique afin de restaurer la circulation sanguine normale et de court-circuiter un rétrécissement ou une obstruction artérielle. Bon, en gros, on prend une autre artère qu'on a prélevée ailleurs et on va la brancher en amont du problème et en aval. Et comme ça, le sang va passer par cette nouvelle artère plutôt que par l'endroit qui est abîmé, rétréci. Ça, vous pouvez le faire partout. Faites pas ça dans votre garage quand même. Hein. Non, c'est pas ça. Dans le corps, on peut le faire des ponts. Oui, comme ça, on en fait partout dans le corps. Le pontage aorto-coronarien, c'est rétablir la circulation sanguine vers le myocarde. Le myocarde, c'est le muscle du cœur, en contournant les artères coronariennes qui, elles, sont obstruées. On retrouve souvent des patients avec des antécédents d'angine de poitrine, des infarctus du myocarde ou des maladies coronariennes sévères. Pour cette chirurgie, on a une surveillance post-opératoire avec le rythme cardiaque, la pression artérielle, la tension si vous voulez, le débit cardiaque, le saignement, l'oxygénisation, etc. Et donc quand on parle de triple, quadruple, quintuple pontage, ça veut simplement dire qu'on a fait sur 3, 4, 5 artères bouchées ou à problème cette opération de mettre une artère qui va suppléer celle qui fonctionne plus bien. Ensuite, on peut trouver de la chirurgie valvulaire. Donc c'est le remplacement ou la réparation de valves du cœur. Donc en gros, si vous voulez, je vous expliquerai ça un peu plus après. Parce que je vais vous expliquer un peu plus le cœur. Les valves, le cœur est composé de valves pour faire passer le cœur et éviter qu'il y ait un reflux de sang. Donc en fait, ces valves, des fois, elles peuvent être malades, donc ça peut se changer. Il y a plein d'opérations possibles sur les valves, on peut les changer, on peut les il y a plein de choses qu'on peut faire avec les valves maintenant, et pas mal d'opérations, y compris qui se font de moins en moins à cœur ouvert, il y en a encore, mais en endovasculaire on peut faire pas mal de choses.
Et je tiens à faire un petit coucou à un de mes cousins qui, lui, construit ses valves avec du tissu. Je sais pas si on a le droit de dire son nom, donc je ne dis rien. D'accord. Mais il change pas, il fait pas de pontage dans son garage, lui, non, ça fait pas partie il fait pas ça. À mon avis, ça le dégoûte même. Ah. Il y a pas beaucoup dans la famille qui aiment bien ce genre de truc. En général, c'est plutôt tabou. C'est ça. Faites pas ça chez vous, quand même. Non. Donc, pour le remplacement de ces valves du cœur, les indications, c'est la sténose. Donc, la sténose, c'est le rétrécissement d'un canal ou d'un orifice. Ou l'insuffisance valvulaire, donc ça veut dire qu'elle a plus qu'elle fuit. Elle fuit. Elle fait plus son rôle, et en fait, une valve, c'est généralement unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, le flux, il est censé aller que dans un sens, et quand elle se ferme, le sang ne revient pas en arrière. Et quand elle est insuffisante, quand elle se ferme, en fait, une partie du sang revient en arrière, ce qui provoque des troubles des troubles du fonctionnement, et le reflux s'entend bien, par exemple, au stéthoscope. Donc l'insuffisance, c'est la fuite, et la sténose, c'est le rétrécissement. Et ensuite, les risques à surveiller, ce sont les troubles du rythme, forcément, qui vont avec, puisqu'il y a une répercussion tout le temps, de toute façon. Les embolies, alors les embolies, qu'est-ce que c'est ? C'est l'obstruction de l'artère, d'une artère, le plus souvent par un caillot de sang. Le dysfonctionnement de la prothèse, puisque les valves sont remplacées par des prothèses. Et l'hémorragie. Ensuite, nous avons la chirurgie de l'aorte. L'aorte, je pense que tout le monde connaît, c'est la plus grande et la plus grosse artère systémique de l'organisme. Elle naît du ventricule gauche du cœur et elle s'étend jusqu'à l'abdomen où elle bifurque en 2 artères plus petites. Elle est très grande puisqu'elle mesure quand même 30 cm et s'étend sur tout le tronc pour un diamètre de 4 cm au niveau du cœur et finit à 2,5 cm au niveau abdominal. Elle a pour rôle d'amener le sang oxygéné à toutes les parties du corps. En gros, pour tous ceux qui ont déjà vu un schéma de cœur ou une représentation de cœur, l'aorte, c'est l'espèce de grande crosse rouge qui est au-dessus du cœur qu'on voit. L'autre, c'est la veine cave supérieure. Et la grande crosse rouge qu'on voit au-dessus d'un cœur anatomique, c'est l'aorte. Qui va d'abord monter, faire une crosse et redescendre le long de l'abdomen. Exactement. Pour ceux qui connaissent le Saint-Nicolas a une crosse. Et en fait, ça a la même forme quand tu regardes. J'étais en train de me demander d'où tu sortais. Mais oui, crosse, Saint-Nicolas, tout ça. Oui. Le Saint-Nicolas, c'est le Père Noël de l'Est de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Le 6 décembre. Salut à nos amis lorrains. Tout à fait. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait comme chirurgie de l'aorte ? On fait un remplacement ou une réparation de l'aorte. T'as des anévrismes, de la dissection, une rupture de l'aorte aussi. Donc je vous évite les détails quand même, mais voilà, il y a plusieurs sections, on dit ascendante, juste de la crosse ou descendante. Donc voilà. Ces patients nécessitent souvent une surveillance neurologique et hémodynamique étroite qui est souvent faite avec une surveillance scopique. Et de toute façon, en soins intensifs, les infirmiers et les infirmières et les médecins, même les aides-soignantes, puisqu'elles ont un rôle hyper important, enfin tout le monde d'ailleurs, ils vont toutes les heures, voire plus si nécessaire. Quand tu dis une surveillance scopique, pour nos auditeurs qui seraient pas dans le milieu, c'est vous avez déjà forcément vu ces petits écrans qui sont derrière les patients avec les différentes courbes qui suivent la pression artérielle, qui suivent la fréquence cardiaque, respiratoire, la saturation, enfin tout un tas de paramètres. Ces paramètres, quand ils sont suivis en continu de façon visuelle comme ça, c'est ce qu'on appelle la surveillance scopique, donc sur les scopes. Ouais. Et donc du coup, en général, ces scopes sont dans la chambre et ils sont répercutés sur un écran qui est dans la salle principale le plus souvent. Et elles sont reliées à des sons, et ces sons ont des degrés différents d'urgence. Voilà, c'est ça. Et quand vous sortez, parce que j'ai fait de la réanimation, ce son, vous l'avez dans l'oreille et ça reste quand même. Je l'ai là dans la tête. Ensuite, nous avons aussi de la chirurgie de correction de cardiopathie. Donc, on va préciser, cardiopathie, cardio, le cœur évidemment, pathie, c'est la maladie. Donc, maladie du cœur. Donc c'est les malformations, des choses comme exactement. Ça. Malformation cardiaque, où on peut avoir des communications intra-auriculaires, intraventriculaires, des tétralogies de Fallot, etc. Bon, ça, là, on va dans le détail qui est pas forcément intéressant pour vous.
Il y a un suivi qui est délicat car souvent il y a plusieurs chirurgies antérieures ou des physiologies cardiaques très complexes. Donc là c'est pareil, hein. De toute façon toutes les chirurgies, il y a une... toutes les chirurgies que tu as citées là, c'est des grosses chirurgies quand même. Exactement. C'est des chirurgies avec haut risque vital pendant la chirurgie et après la chirurgie forcément. Et donc du coup, sur tout ça, vous aurez... De toute façon, dès que vous rentrez en soins intensifs, vous avez un scope. Donc, Ensuite, on a l'assistance circulatoire ou greffe du cœur. Les patients sous assistance cardiaque mécanique, alors dans le milieu on appelle ça les ECMO, LVAD, RVAD, pour des défaillances cardiaques réfractaires. Alors dans réfractaire, ça signifie que le patient est déjà sous traitement au long cours pour une maladie du cœur connue et dont les médicaments ne sont plus vraiment efficaces. Ouais. Et en fait, alors les cycles que tu as cités, ECMO, LVAD, tout ça, c'est en gros, ce qu'on appelle les cœurs artificiels extérieurs, hein, c'est quand on fait circuler le sang à l'extérieur du cœur parce qu'il n'est plus en mesure lui-même d'assurer son rôle de pompe. Et là aussi, c'est pareil, c'est des images, c'est assez graphique et donc on l'a vu dans pas mal de séries, films, etc. C'est quand on voit le sang circuler autour, en dehors du patient avec des machines, etc. C'est exactement ce que j'allais dire, donc voilà, c'est parfait. On a plusieurs types d'indications pour l'assistance. On a l'attente de transplantation, l'attente de récupération et l'implantation de très longue durée. Ces indications initiales deviennent assez secondaires quand même avec l'assistance, puisque l'évolution cardiaque du patient peut varier considérablement vers du positif et donc changer les objectifs en cours de route. C'est toujours très fluctuant. Et donc l'assistance cardiaque, et il y a aussi la surveillance post-greffe cardiaque. Donc surveillance du rejet, d'infection, en fonction du greffon qui a été mis. Voilà, les embolies aussi. Enfin bon, il y a tout un tas de choses à surveiller là-dessus. Ensuite, on a la chirurgie combinée ou à haut risque. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est en général une chirurgie cardiaque et pulmonaire. Des réinterventions sur sternotomie. Alors la sternotomie, c'est l'ouverture chirurgicale au niveau du sternum, comme on peut voir, mais ça se fait beaucoup moins quand même, chez les patients âgés ou multicomorbides. Dans Urgence, il y avait souvent, c'était le truc de sortez-moi le plateau de sternotomie et ils ouvraient les thorax comme ça, y compris aux urgences. Hein. Si vous voulez re-regarder, vous comprendrez mieux. Donc les patients âgés ou multicomorbides, souvent c'est associé en plus. C'est des patients qui ont d'autres pathologies derrière, donc des insuffisances rénales, du diabète, BPCO, qui doivent avoir de la dialyse intermittente, des choses comme ça. Ces patients nécessitent souvent de la ventilation prolongée, besoin de médicaments qui permettent d'augmenter la tension, qui a été, elle, diminuée, etc. Voire, comme je vous l'ai dit, de la dialyse intermittente. Ensuite, on a les surveillances typiques en soins intensifs cardiaques, c'est-à-dire monitoring ECG en continu, pression artérielle invasive, pression veineuse centrale, parfois des cathéters de Schwann-Ganz, que j'ai pas mal manipulé quand j'étais moi-même en réa. Les bilans sanguins réguliers, la gazométrie, donc c'est pour voir votre oxygénisation dans le sang en gros. Gestion fine de la sédation, de la ventilation et du sevrage. Et gestion des médicaments à visée cardiaque. Il est donc très facile pour n'importe qui de manipuler des médicaments pouvant insuffler ou détruire la vie. Et même que ça peut être les mêmes médicaments qui te l'insufflent ou qui te la détruisent. C'est des médicaments qui sont souvent ce qu'on appelle à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire qu'en fait la limite entre la dose thérapeutique et la dose toxique ou la surdose est très très fine et très très complexe parfois à manipuler, et donc effectivement il suffit de pas grand chose pour être en dehors de la zone thérapeutique. Et donc effectivement n'importe quel médicament sur des chirurgies ou sur des terrains extrêmes, des terrains complexes et sur des chirurgies très très lourdes peuvent avoir des conséquences massives. Et je pense que je vois où tu veux en venir en nous ayant parlé de tout ça. Que tu nous as pas juste fait un cours de sémio cardiaque pour nous faire un cours de sémio cardiaque. Si, c'était pour plaisir. Alors, on en revient à Niels Rögel. Donc, nous étions donc à son deuxième emploi dans le service 211 de soins continus de chirurgie cardiaque à Oldenburg. En 2001, soit 2 ans après son arrivée, une réunion de service s'est réalisée car en fait, il y a eu une augmentation anormale de décès.
Le nombre avait doublé, hein, donc voilà. Dans le service, alors, ils ont remarqué lors des gardes de Hogel. Ah oui, donc d'emblée, ils sont sur... Alors, ça, c'est dit après. Ah c'est oui. pendant les gardes de Hogel, mais il l'avait repéré. Le chef de service l'avait repéré. Après... Mais je sais pas si ça lui a... Il me semble que ça ne lui a pas été dit pendant la réunion devant tout le monde. Mais tu vas voir. Alors, sachant que dans les services hospitaliers, il y a un taux de décès qui est attendu, en général. On en avait parlé quand on a parlé de Mechtilbach. Exactement. Et c'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait fait tomber parce qu'il y avait eu une vérification, d'ailleurs, qui était venue de la caisse de sécurité sociale de l'endroit où elle travaillait. Et tu verras que pour lui, ce n'est pas ça, même si ça a été vu. Oui, mais parce que c'était pas le même patient, pas le type de patient. Mechtilbach, c'était des patients cancéreux, en fin de vie, etc. Et entre guillemets, les perdre ou les voir mourir, c'était pas forcément une aberration. Dans le service de chirurgie cardiaque, dans des services de soins continus, tu monitores chaque décès et tu analyses chaque décès pour voir un peu. Donc forcément, normalement, t'as plus la puce à l'oreille sur des patients comme ça. Oui. Alors sachant que par rapport aux autres services, alors je parle pas des soins palliatifs, de ce type de service ou de gériatrie, le taux de décès est quand même attendu plus élevé que dans un service, on va dire, de cardiologie classique. Juste d'hospitalisation simple. Oui, t'as des fragiles, forcément. Donc, t'as des gens qui ne survivent pas à la procédure, mais t'as quand même un taux standardisé, on va dire. C'est ça. Alors, en 1999, je suis allée vérifier, il y a une étude européenne, Risk Factors and Outcome in European Cardiac Surgery, qui a montré que, normalement, le taux de mortalité était de 4,8%. Là, on a doublé le taux de décès. Donc, Hogel était bien présent lors de cette réunion et il dira bien plus tard qu'il pensait avoir été découvert. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on ne lui a pas fait de remarques à ce moment-là, au moment de la réunion. Des collègues diront plus tard aussi qu'ils avaient remarqué eux-mêmes que le nombre de décès inexpliqués lors des gardes de Niels Hogel avait doublé par rapport aux périodes précédentes. Et alors plus tard encore, lors de la publication médiatique de l'affaire, il y a des études qui montreront qu'il y avait 58% de cas de décès en plus lors de ces gardes à lui. Donc on est toujours sur la bonne tranche de doubler, mais un peu plus. Donc son chef de service ne lui fera qu'un recadrage oral sans saisir l'administration de peur d'avoir des répercussions sur son service et notamment de réputation. Bah oui, c'est sûr. Et en fait, le truc, c'est que j'imagine bien qu'il pensait à une erreur type incompétence, plus que volontaire. En fait, et c'est un peu le principe. Ça, on n'a pas le détail. Non, mais c'est un peu souvent le pattern dans nos histoires à nous, et c'est aussi pour ça qu'on ne croit pas ou qu'on s'attend pas à ce que des soignants causent, soit des psychopathes ou causent des décès volontairement. C'est qu'on croit volontiers beaucoup plus à une erreur, à des choses d'incompétence, tout ouais, simplement. Ou même des mouvements de compassion. On l'a vu sur d'autres cas où en fait les patients sont tués par leurs soignants. Et en fait, on croit à un mouvement de compassion, on croit à une erreur avant de penser que ce peut être des psychopathes. Ouais. Un banquier qui tue, en fait, il est pas censé le faire et donc tout de suite on pensera à un problème de crime. Oui, exactement. Par contre, pour la fraude, c'est autre chose, pour le banquier. Alors, Niels Hogel se fera porter malade pendant 3 semaines, après la réunion, bien sûr. Et pendant cette période, seulement 2 décès ont eu lieu. Un hasard? Je ne crois pas, non. Bah oui. Ouais. Dans la foulée, alors pendant ses congés ou juste à son retour, son chef de service, demandera qu'il soit transféré dans un autre service, dans le même hôpital, en anesthésie. Donc, il y va en 2001. Un service qui est quand même pas si éloigné dans ses compétences et dans ses attributions. Donc très rapidement, le chef de service d'anesthésie a lui un sentiment assez désagréable avec Niels Hogel, car il est tout le temps présent lors des situations de crise. Alors c'est là où je vous disais de garder en tête ce qui se passe en ce moment du côté de Besançon et du procès Péchier, Frédéric Péchier. Qu'on traitera sûrement. Ah, qu'on va traiter, oui, ça c'est sûr. C'est en septembre 2002 que le médecin-chef de l'hôpital d'Oldenbourg
l'obligea à démissionner de la structure de l'hôpital suite à la mise en danger de mort sans raison apparente de nombreux de ses patients lors de ses gardes. Donc en gros, le chef de service d'anesthésie a attendu un petit peu moins longtemps, 1 an quand même. 1 an quand même, hein. Ouais. Pour l'obliger à partir. En octobre 2002, il reçoit un certificat d'emploi délivré par la DSI. Alors c'est DSI chez nous, c'est Direction des soins infirmiers. Voilà, directeur des soins infirmiers. Ce certificat mentionne que Nils Hogel travaille avec prudence, conscience et indépendance et qu'il a agi de manière réfléchie et factuellement correcte dans des situations critiques. Son certificat fait également l'éloge de son engagement et de son comportement coopératif. L'appréciation globale mentionne qu'il avait accompli les tâches qui lui avaient été confiées à l'entière satisfaction de ses responsables. C'est quelqu'un de bien, en fait. Apparemment, oui. Donc en fait, il faut Ou savoir... alors la DSI a pas totalement fait correctement le job et puis elle n'a pas été mise au courant. A fait une évaluation un peu standard en disant bon... Alors pas du tout. En fait, il faut savoir que le médecin chef de l'hôpital et d'anesthésie lui avait fait 2 propositions. Soit il était muté dans un service de livraison, sans lien avec les patients, donc en fait il allait faire les livraisons du matériel, des choses comme ça. Soit il partait de son plein gré, sans histoire, avec 3 mois de paye et une lettre de départ positive. Ce qu'il a choisi. Ah, ça me rappelle l'histoire, tu sais, quand dans un de mes postes, un médecin à qui j'avais succédé, et en fait j'avais appris qu'il avait été gentiment remercié suite à des attouchements sexuels et des histoires d'agression sexuelle, et en fait tout le monde avait un peu étouffé l'affaire en disant bah écoute, pars, on fait pas de procédure contre toi, mais juste tu pars et on te paye le billet d'avion, tu vas n'importe où. Et c'était voilà. Où ça? En Guyane. Ah mais oui, ça y est, je me souviens. Et le gars, il était parti, il avait pris un avion et directement en direction de Mayotte. Ah ouais. Voilà, sympa pour les Mayoris. Mm. Et bah c'est comme aussi aller dans mon école d'infirmière. Mm. Je te rappelle qu'il y avait ce chirurgien qui était alcoolique et à qui on a fini de payer, il travaillait plus. Ouais, on l'a mis sur la touche en disant écoute, on finit, tu pars tranquillement en retraite, mais tu touches plus de patients. C'est ça. En fait, il avait tué un jeune garçon d'ailleurs, il me semble, pour une. Il y avait eu un décès, ouais. Mais en fait, il y en a quelques-uns comme ça. Et je pense que si nos auditeurs ont des cas à nous raconter, c'est bienvenu. Mais c'est vrai que rien que nous, on en a déjà connu pas mal. Oui. Moi, j'ai d'autres histoires, clairement. Ah, moi aussi. Hein. Et Bloody Nurse Sister aînée a des histoires aussi dans le même hôpital, puisque elle a travaillé dans l'hôpital où j'ai fait mes études. Ouais. Une pas très rigolote d'ailleurs. Ouais. On met sous le tapis et puis surtout pas de vagues et puis ça fait beaucoup de mal, hein, ça. Ouais, complètement. Voilà. Donc il a choisi la deuxième proposition au détriment des patients, on va dire. On part sur son 3e emploi de décembre 2002 à 2005. Donc là, ça fait 3 ans qu'il travaille. Hein. Il travaille donc à la clinique de Delmenhorst, à 37 km de Oldenburg, là pour le coup près de Brême. On n'est vraiment pas très loin. Donc on remonte là-haut dans le nord de l'Allemagne. Ouais, on remonte un peu à l'est. Son expérience en soins intensifs va faire qu'il retournera dans les services de soins intensifs et réanimation, puisqu'en général, quand on a une certaine expérience dans les services assez techniques comme ça, on reste dans le coin, quoi. Sauf si vraiment on veut changer et voir autre chose, quoi. Ouais. Ou qu'il n'y a pas de poste. De nouveau, ça recommence. Un nombre anormal de décès est rapporté. Donc voilà. Ses collègues, alors au début très enthousiastes envers lui, il a même eu un petit surnom Rambo le sauveteur, hein, quand même, deviennent rapidement soupçonneux et s'éloignent de lui sans pour autant le dénoncer. Il dira plus tard qu'il savait qu'une rumeur sur lui de choses étranges se passait. Après, il y a un autre, je sais pas si t'en parles un peu plus loin, mais le côté chat noir dans les services. Oui, t'en j'en parles un peu? Ouais, je vais en parler. Parce que ça aussi, c'est pareil, il y a un truc dans les services où il y a toujours un chat noir. Voilà, il y a des gens qui sont réputés pour être plus malchanceux ou attirer un peu plus la malchance ou les problèmes que d'autres. Et probablement qu'il y a quelques-uns qui le voyaient comme ça. Il y a quelques-uns qui devaient avoir des doutes aussi. Mais il y a toujours cette, j'allais dire, ce doute quasi consubstantiel en se disant un soignant ne peut pas faire de mal spontanément. Et donc
Ça doit être la malchance, ça doit être le pas de chance, le hasard, ici et ça, quoi. J'ai moi-même eu ma petite période chat noir, puisque j'ai mes collègues qui m'avaient, tu te souviens, qui m'ont offert un fer à cheval. Alors j'ai tué personne, hein, je vous rassure. Ou alors, en tout cas, je suis pas au courant. On m'a pas prévenu. Et puis c'était pas, voilà, j'avais des problèmes de matériel plutôt. Voilà. Ça nous avait bien fait rire. Alors, du coup, ce qui se passait, c'était essentiellement des problèmes d'arythmie cardiaque ainsi que des chutes de tension artérielle avec des fibrillations, etc. Donc, on va un petit peu voir ce que sont les arythmies cardiaques, les chutes de tension. Bon, tout le monde sait à peu près ce que c'est une tension artérielle, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc, la tension artérielle, qu'est-ce que c'est ? Je vous explique rapidement ce que c'est le cœur quand même. Parce que c'est important. Pression artérielle, tu veux dire? Pardon, oui. Le cœur humain, c'est un organe musculaire creux qui assure la circulation sanguine en pompant le sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps à travers des contractions rythmiques et autonomes. Jusque-là, je suis. Le cœur, il a une forme de triangle pyramidal et il est composé de 3 couches musculaires. On a l'endocarde, le myocarde et le péricarde sur lequel repose le tissu nodal, et le tissu nodal, c'est ce qui envoie les influx électriques. Sa partie externe est divisée en 2 sections, gauche et droite, avec pour chacun une oreillette et un ventricule, le tout relié à l'artère pulmonaire, l'aorte, les veines caves, permettant l'arrivée et la sortie du sang. Jusque-là, on est d'accord? Là, pour l'instant, je reconnais le cœur que je connais. Sa partie interne est composée de 4 cavités, donc 2 oreillettes et 2 ventricules, séparés par ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, 4 valves, qui s'ouvrent et se ferment selon l'arrivée du sang et pour empêcher la remontée du sang aussi. Et pour les puristes, l'autre nom de l'oreillette, c'est l'atrium. Oui. Moi, je suis pas puriste, moi. J'ai voulu. Alors, le cœur permet de faire le cycle cardiaque. Qu'est-ce que le cycle cardiaque ? C'est quelque chose qui est perceptible à l'oreille sous la forme de 2 bruits et de 2 silences, un petit et un grand. Le premier bruit de cœur est provoqué par la fermeture des valves, je vous évite les noms, et marque le début du premier temps du cycle cardiaque ou ce qu'on appelle la systole. C'est le premier chiffre que vous voyez dans les 2 chiffres de la tension qu'on vous donne en général. Donc pendant le petit silence, les ventricules vont éjecter simultanément leur contenu de sang, le ventricule droit vers les poumons par l'artère pulmonaire et le ventricule gauche vers les viscères et les tissus par l'aorte et ses branches. C'est la quantité de sang éjecté à chaque systole qui détermine le débit cardiaque, sachant qu'on a environ 5 à 6 litres de sang dans notre corps, tout le monde. Après la systole survient la diastole, c'est le deuxième chiffre annoncé lors de la prise de la tension, ou le grand silence, dont le début est marqué par le deuxième bruit du cœur, qui traduit la fermeture des valves, séparant l'aorte et l'artère pulmonaire des ventricules. Pendant ce grand silence, les ventricules se relâchent, on parle de la relaxation, et se remplissent du sang que déversent les oreillettes, avant de préparer la systole suivante. Donc, la pression artérielle varie à divers moments de la journée. Elle s'abaisse durant le sommeil, le repos, en fonction des activités, en cas d'émotions soudaines, fortes. Enfin bon, bref, ça varie en permanence. Vous pouvez pas avoir tout le temps la même pression artérielle. Bah encore heureux. Oui. Le temps aussi a une action dessus, parce qu'elle aura tendance à monter avec l'âge. Et le temps aussi, la chaleur entraîne une baisse de la tension, etc. Une bonne tension artérielle sera donc de 120-80 mm de mercure, ou ce que vous entendez en général, 12,8. Alors, donc la tension, c'est la pression avec laquelle le sang circule, c'est la pression qui règne à l'intérieur des artères. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on devrait dire pression artérielle, et que le grand public, en tout cas l'immense majorité des gens, disent TA ou tension artérielle, en lieu et place de pression artérielle. Ouais, exactement. Parce qu'une tension, c'est juste quand on tire sur 2 parties de quelque chose. La pression, c'est quand ça s'applique sur une surface, et les artères sont des surfaces sur lesquelles une pression s'applique. Donc c'est une pression artérielle. On peut donc avoir 2 cas de pathologie liées à ça, soit l'hypotension, donc une tension trop basse, soit l'hypertension.
quand il y en a trop. Même si les mesures d'hygiène et de diététique sont pour une grande partie les plus efficaces comme traitement, l'hypertension peut être bien traitée et aussi associée à des traitements médicamenteux. Qu'est-ce qu'on a comme classe d'antihypertenseurs ? On a les diurétiques, comme le Lasix que tout le monde peut connaître. Furosémide en DCI. Oui. Ça favorise l'élimination de l'eau et du sel par les reins et ça diminue le volume de liquide qui circule dans les artères, abaissant ainsi la pression qui s'exerce sur leurs parois. Mmh. On a les bêta-bloquants qui sont très connus, bisoprolol, athénolol et d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Généralement, ils finissent en LOL. Ouais. Ça baisse la tension artérielle, provoquant un ralentissement de la fréquence cardiaque et une diminution de la force de contraction du cœur. Ensuite, on a les inhibiteurs calciques, le Lercan, l'Amlor, etc. L'ercanidipine, amlodipine, et ça finit par dipine. Alors, Lercan et Amlor, c'est le nom de la Commercial. marque. D'accord. Ça freine l'entrée du calcium dans les muscles responsables de la contraction des artères. Ils entraînent la baisse de la tension artérielle par le relâchement des artères. Ensuite, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou communément appelé IEC, comme le Coversil, l'énalapril. Captopril, etc. La première molécule de la classe. Ça bloque la production de l'angiotensine 2, c'est une hormone produite par le rein à partir d'une protéine présente dans le sang. L'angiotensine 2 a un rôle important dans la régulation de la pression artérielle, elle l'augmente et fatigue le cœur. Et enfin, les antagonistes de l'angiotensine 2, comme le condensartan ou l'ibesartan. Rien à dire. Ça bloque l'action de l'angiotensine 2 en se liant à ses récepteurs présents à la surface des vaisseaux sanguins. Ils empêchent ainsi la contraction des vaisseaux sanguins et luttent contre l'augmentation de la pression artérielle. Donc tous ces traitements sont facilement trouvables en milieu hospitalier. Ah bah oui. Et encore plus dans les services dédiés au cœur. Ici, Nils Hogel a probablement utilisé ces traitements afin de faire chuter la tension chez les patients déjà fragiles et peut-être avec une tension déjà très basse. Et non seulement ils sont faciles à trouver, mais en plus ils sont pas tracés. Enfin, je veux dire, Oui. c'est pas de la morphine, c'est pas des Non, stupéfiants. exactement. Et donc c'est typiquement c'est quasi open bar en fait dans les pharmacies quand ils travaillent. En tout cas, personne te reprochera d'aller chercher une ampoule de furosémide ou quelque chose. Complètement. Surtout si c'est prescrit. Bah oui, surtout si t'es infirmier en chirurgie cardiaque ou en soins continus ou en anesthésie. Alors les médicaments qu'il utilisait, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont le potassium, On a toujours nos petites préférences comme ça. le Guilurittmal, le Sotalex, la xylocaïne, qui est un anesthésiant, et du Cordarex aussi. Donc le Guilurittmal, c'est un antiarythmique, et c'était son petit préféré apparemment. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Dis-moi. Du coup, Nils Hogel n'aura plus qu'à réaliser une réanimation cardio-pulmonaire suite à la fibrillation que ces traitements auront provoquée et paraître tel un héros qui sauve le patient. La fibrillation, c'est quand le cœur, son rythme devient n'importe quoi. C'est plus stable. Ensuite, il provoquait des arythmies cardiaques. Donc, je vous ai un peu expliqué avant le fonctionnement du cœur. Je vous ai expliqué que le cœur était un organe musculaire. La contraction des fibres musculaires est contrôlée par des impulsions électriques qui traversent le cœur de manière spécifique, le long des voies distinctes à une vitesse contrôlée. Ce courant électrique, à l'origine de chaque battement cardiaque, provient de stimulateurs cardiaques. On appelle ça le nœud sinusal, situé dans la partie supérieure de la cavité cardiaque supérieure droite. Le rythme de décharge électrique du stimulateur cardiaque détermine le rythme cardiaque. Ce rythme est influencé par des impulsions nerveuses et par le taux de certaines hormones dans la circulation sanguine. Ça, c'est typiquement ce qu'on voit sur les électrocardiogrammes. Exactement. Quand on mesure l'activité électrique du cœur. Le rythme cardiaque est régulé automatiquement par le système nerveux autonome, qui dirige les fonctions involontaires du corps, celles que le corps contrôle de lui-même, comme la respiration, la digestion ou la contraction cardiaque. Mais parce qu'imaginez bien que si on devait penser à respirer, il y aurait un certain nombre de gens qui oublieraient et qui mourraient. Disons qu'on n'aurait pas bien évolué. En fait, le système s'est automatisé en se disant ils vont pas penser à faire battre leur cœur, ils vont pas penser à respirer tout le temps, notamment parce qu'ils dorment, et donc il faut que ça soit automatique en fait. Ouais, c'est exactement ça. Donc ce système nerveux autonome est constitué par les systèmes sympathiques et parasympathiques. Je ne vais pas vous les décrire.
C'est dommage quand même, parce que là, c'était un petit sujet quand même. C'est un petit sujet. J'ai fait du rapide. Donc en gros, le système sympathique augmente le rythme cardiaque par l'intermédiaire d'un réseau de nerfs appelé le plexus sympathique. Et le système parasympathique augmente le rythme cardiaque via un seul nerf, le nerf vague. Bon. En fait, les gens le savent sans le savoir, parce que quand tu fais un malaise vagal, par exemple, tout à fait, c'est le nerf vague. T'as une activation, une désactivation d'un certain nombre de choses que tu comprends pas forcément. En particulier, il y a des retentissements sur la pression artérielle qui se met à chuter, etc. C'est ça. Donc la fréquence cardiaque est aussi influencée par les hormones sécrétées par le flux sanguin, comme je vous en ai parlé. Donc l'épinéphrine ou adrénaline et la norépinéphrine, la noradrénaline, que nous utilisons d'ailleurs en réanimation pour faire varier la tension, on va dire. Elles augmentent la fréquence cardiaque et l'hormone thyroïdienne sécrétée dans la circulation sanguine par la thyroïde augmente également le rythme cardiaque. Donc chez un adulte normal sans pathologie, en bonne santé, le rythme cardiaque est compris entre 50 à 90-100 pulsations par minute. Ça dépendra de l'âge, de l'activité, de la température extérieure, la prise de médicaments, de boissons, la caféine, la théine, l'alcool, la douleur, les émotions, enfin tout ce que je vous ai décrit avant pour la pression artérielle. La fréquence cardiaque n'est considérée anormale que si son chiffre est anormalement élevé, on appellera ça de la tachycardie, supérieure à 100, ou trop lent, qu'on appellera bradycardie, en deçà de 50, ou si c'est irrégulier, ou quand les impulsions électriques empruntent des voies anormales. Aussi. C'est des troubles du rythme plutôt, du coup. Et ça a souvent une relation avec la fréquence. On a donc les troubles du rythme cardiaque ou arythmies qui sont des séquences de battements cardiaques irréguliers, trop rapides ou trop lents, ou transmis via une voie de conduction anormale à travers le cœur. Les arythmies sont donc des pathologies fréquentes, en constante augmentation de par le vieillissement de la population, ainsi que par l'amélioration des techniques de dépistage aussi. Les causes de ces arythmies sont les maladies cardiaques, les anomalies congénitales par malformation, donc dues à la malformation pendant le développement du fœtus, dues à des médicaments aussi, à l'altération de la conduction cardiaque liée naturellement à l'âge, et pour aucune raison aussi. La drogue aussi. Ne vous droguez pas, ça fait des arythmies cardiaques. Les types, je vous les ai dit, donc c'était pour là c'est tachyarythmie, rythme trop rapide, bradyarythmie, rythme trop lent. Les symptômes. Alors le symptôme que tout le monde connaît, c'est les palpitations. Alors les palpitations, il faut s'en méfier parce que c'est vraiment en fonction de la perception de la personne. Il y a des personnes qui vont avoir des palpitations hyper grosses, ah mon Dieu, je vais mourir, sauf qu'en fait, il y a aucune incidence, c'est juste une émotion ou des choses comme ça. C'est l'intensité du ressenti, la palpitation. Exactement. En fait, et c'est pas forcément l'intensité des symptômes. Exactement, c'est ce que j'avais écrit. Pas d'organicité liée directement à l'intensité des symptômes de palpitation. C'est ça. Donc ne paniquez pas parce que vous avez des palpitations, ça veut pas dire que vous allez mourir dans la seconde et faire un arrêt cardiaque. En fait, ces palpitations c'est quand en fait ça commence à nuire à la capacité de pompage du cœur que là il y a un problème. Donc les symptômes de ce pompage du cœur, vous le retrouverez par une faiblesse générale, une capacité physique réduite. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez par exemple avant vous marchiez 2 km, maintenant vous pouvez marcher plus que 10 mètres sans être essoufflé. L'essoufflement au repos, la sensation de vertige, d'étourdissement et des évanouissements. Ouais, mais là, t'es en train de parler d'une insuffisance cardiaque, en fait, plus que des palpitations. Là, c'est vraiment le cœur qui est fatigué, le cœur qui fait pas son rôle. Là, le premier des symptômes, le premier des symptômes, c'est les palpitations, et ensuite, on a d'autres symptômes qui arrivent quand l'épuisement cardiaque et qui s'appelle l'insuffisance cardiaque. Quand la capacité de pompage du cœur n'est plus bonne. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais séparé palpitation et les autres, parce qu'en fait, la palpitation, c'est c'est celui qui est le plus souvent décrit, et puis celui qui fait le peur à plus de gens, mais en fait, c'est probablement pas le plus moins important. Grave. Et puis par contre, il y en a d'autres, quand on commence à être essoufflé, quand on commence à avoir des douleurs thoraciques, quand on commence à avoir des problèmes de ce type-là,
les variations de tension aussi. Là, on est plus inquiet, parce que là, il y a de l'organicité derrière. Le diagnostic pour le poser, c'est évidemment l'interrogatoire médical avec la description des symptômes, l'ECG ou électrocardiogramme. Là, ça va juste faire un dépistage à un moment T, par contre, c'est pas en continu. Donc pour ça, on a l'ECG Holter, qui lui est posé en continu. Vous allez avoir un petit boîtier pendant 24-48 heures et jusqu'à 15 jours pour avec des électrodes collées sur votre torse qui vont enregistrer votre activité cardiaque pendant le temps voulu par le médecin. Et ces éléments vont être étudiés une fois récupérés. Sachant que pendant ce temps-là, il faut noter sur un petit calepin toutes les émotions, tout ce que vous avez fait, le sport, etc. pour voir si c'est en corrélation avec une activité sportive, par exemple pour l'élévation de la fréquence, ou pas. Alors, on peut aussi poser des boîtiers sous la peau, carrément, en clavicule gauche, pour les arythmies très graves, et éventuellement aussi des hospitalisations poursuivies en continu par scope et surveillance continue par le personnel soignant. On a d'autres possibilités de poser le diagnostic. En général, c'est tout un mélange, c'est pas un truc, c'est voilà. On a les épreuves d'effort, la mesure de la pression artérielle pendant un effort, l'échocardiogramme pour voir s'il n'y a pas une anomalie anatomique et les examens électrophysiologiques. En gros, c'est un cathéter qui a des électrodes minuscules et qui sont introduits dans une veine jusqu'au cœur, et ces électrodes stimulent le cœur et surveillent la réponse du cœur de façon à déterminer le type d'arythmie et les options thérapeutiques préférées. Et enfin, les traitements. Selon la cause, il peut y avoir un panel plus ou moins large, mais en général, vous trouverez assez régulièrement. Le plus important, c'est le changement de mode de vie, pour tout ce qui est lié au cardio, de toute façon, et pulmonaire d'ailleurs. L'arrêt du tabac, de l'alcool, reprise du sport selon ses capacités physiques, etc. Ensuite, on a les antiarythmiques dont je vous ai parlé avant. On peut avoir une stimulation cardiaque artificielle aussi. En gros, c'est... Pacemaker. Voilà, le pacemaker. Alors, celui-là, il ne fonctionnera pas dans les cas de l'asystolie ou l'arrêt du cœur. Il va juste provoquer la contraction du muscle cardiaque. En cas de fibrillation, il faut faire une défibrillation externe ou alors réaliser en milieu hospitalier une cardioversion défibrillation. C'est l'envoi d'un choc électrique via des électrodes posées en regard du cœur, comme vous voyez dans les films quand ils disent allez 200 joules. Et en milieu non hospitalier, vous trouverez partout des DAE, les défibrillateurs automatiques externes. C'est ce que vous voyez un peu partout en ville, c'est vert, il me semble. Et l'avantage de ces trucs-là, c'est que vous posez les électrodes comme c'est marqué, et la machine analyse automatiquement le rythme, vous n'avez pas à vous poser de questions, et envoie s'il y a besoin Elle ne fonctionnera que s'il y a une fibrillation qui est vue, enfin lue plutôt. C'est ça. Donc elle ne marchera pas si c'est pas une fibrillation. Il existe aussi le DCI ou défibrillateur cardioverteur implantable. C'est le même principe de pose que le pacemaker, mais il lui réalisera une défibrillation pour envoyer un choc électrique qui pourra relancer la contraction du cœur. Comme il dit, en fait, l'activité du cœur, contrairement au stimulateur cardiaque artificiel dont on a parlé juste avant. Généralement un peu plus gros que les pacemakers. C'est ça. Et enfin, on pourra avoir une ablation du tissu cardiaque anormal, soit par radiofréquence, soit plus rarement par chirurgie. Alors, je vous ai mis le bruit du cœur, qui va passer du battement normal à la tachycardie. Donc, on en revient à notre cher ami Ogle. Entre-temps, en 2004, il se marie et devient papa. Sa fille a été, elle aussi, en danger lors de sa naissance. Alors, c'est pas lui,
Et il dira qu'il a été extrêmement frustré de ne pas pouvoir agir et de la sauver. Il a vraiment un vrai syndrome de sauveur de pas, tu vois, gérer tout, quoi. Pendant son temps libre, il est aussi ambulancier. Il n'a jamais été inquiété pendant ses 2 années à Delmenhorst, alors même que 4 ampoules vides de Gilurittmal, donc les antiarythmiques, non prescrits par un médecin, avaient été retrouvées vides lors de son service par des collègues. Alors, donc ce médicament particulier-là, celui-là, dans ce service, était assez peu commandé dans son service. C'était pas un antiarythmique utilisé fréquemment, il y en avait assez peu. Et il a réussi à prendre en charge la commande des traitements qui apparemment à cette époque en tout cas était réalisée normalement par les médecins. Mais il a réussi à feinter et en tout cas à se faire à donner le rôle de commande de médicaments. Donc il y avait une commande beaucoup plus importante qu'à la normale. Ce n'est que parce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac en pleine injection de traitement non prescrit sur un patient âgé de 63 ans, qui est décédé le lendemain, que Nils Hogel arrêtera sa carrière de faucheuse. Un premier procès a lieu entre 2006 et 2008, et pendant ce temps-là, Nils Hogel sera en détention provisoire dans le centre de détention d'Oldenburg jusqu'à la fin de son procès. Ce procès de 2 ans quand même a été assez long, parce qu'en fait, les enquêteurs ne voyaient pas l'ampleur de l'iceberg. L'enquête finale, elle a été incomplète, elle a été difficile à réaliser, notamment parce qu'en fait, les hôpitaux d'Oldenburg et de Delmenhorst ne voulaient pas trop coopérer. On sait pourquoi. Hein, bah oui, hein, c'est l'image de marque. C'est ça. Oui, on a laissé passer un psychopathe, tout va bien. Et ils avaient peur d'être poursuivis pour négligence. Donc ça a vraiment ralenti le travail du parquet d'Oldenburg. Il n'a été jugé que pour le patient décédé, car il y avait très très peu d'éléments documentés sur d'autres cas où Nils aurait injecté des médicaments. Donc là pour l'instant on part sur, on l'a vu faire sur un seul patient. C'est peut-être le premier coup, quoi. De plus, les analyses toxicologiques étaient difficiles, voire impossibles à réaliser par manque d'échantillons conservés des anciens patients. Donc on a assez peu de preuves médico-légales. En 2008, Nils Hogel se fait donc condamner à 7 ans et demi de prison pour tentative de meurtre et mise en danger d'autrui et non homicide. Tu en penses quoi, Falciparum ? Je t'ai dit que la victime était pourtant décédée, à ton avis ? Pourquoi c'est tentative de meurtre et pas homicide ? Bah parce qu'en fait, le décès a pas suivi immédiatement l'injection, à mon avis, et que l'intentionnalité a été reconnue comme étant il a fait l'injection, et en fait, comme il est décédé le lendemain, il a été bien représenté entre guillemets par ses avocats. Ils ont fait valoir que le patient devait être fragile par ailleurs et que il a pas survécu à la tentative, mais que la mort pouvait être liée à d'autres causes. À mon avis, c'est un truc comme ça. C'est ça, exactement. Manque de preuves directes du lien à causalité. Il y a aucune expertise chimique aussi pour déterminer de manière sûre et certaine que l'injection était la cause unique et directe du décès. Et le patient était aussi déjà en état critique, puisqu'il était en soins intensifs, donc les juges ont estimé qu'un doute subsistait. La mort aurait pu résulter de son état initial. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. On a en plus l'intention exacte de Hogel qui était floue à l'époque. Il a affirmé vouloir provoquer un arrêt cardiaque pour ensuite réanimer le patient et être perçu comme un héros. C'est ce qu'il disait déjà à l'époque. Donc le tribunal a donc jugé que son intention n'était pas forcément de tuer, mais de prendre un risque extrême. D'où la qualification pénale de tentative de meurtre. Mais tu sais, on a aussi ça, alors je parlais beaucoup des soignants et de comment on peut les incriminer ou spontanément ne pas les incriminer comme étant des criminels, mais on a aussi ça dans les affaires de, par exemple, de gens qui font de l'étranglement auto-érotique, tu sais, et qui, oui, voilà, c'est ça, en fait, qui étranglent des gens, mais en fait, l'idée, c'est pas de vouloir tuer les gens, mais d'avoir une sorte d'effet secondaire autre, que ce soit sur eux-mêmes ou que ce soit sur d'autres. Et c'est compliqué dans ces cas-là de bien faire la part des choses entre l'intention et le résultat. Et donc, à mon avis, oui, il a joué à plein là-dessus. C'était logique d'un point de vue de la défense. Donc, à la suite de ça, il part en prison pour ses 7 ans et demi, en centre de détention fermé au centre d'Oldenburg, puis à celle de Celle, jusqu'en 2014, année où il aurait dû sortir. Ah ah.
Son deuxième procès, donc suite à sa condamnation en 2008, est dû à une très grosse couverture médiatique. Une femme, enfin très grosse, pas tant que ça, c'était plutôt portée, même pas nationale, c'était régionale. Grosse portée régionale. Oui, parce que moi j'ai appris le cas en 2018. Plus tard, ouais. Beaucoup plus tard. Donc il y a eu une grosse portée régionale en 2008, et il y a une femme des environs de Delmenhorst qui a porté plainte auprès de la police. Parce qu'en fait, sa mère est décédée à l'hôpital de Delmenhorst dans des circonstances similaires. Un arrêt cardiaque sans raison apparente. Donc elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, ça ressemble à ma mère. C'est la seule plaignante qui vient porter plainte. Mais ça a quand même permis d'ouvrir une enquête assez discrète sur Nils Hogel de 2009 à 2014. Donc une assez grosse enquête. En plus, l'avantage, c'est qu'il était au frais, donc ils ont pu faire ça tranquillement sans qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Après réouverture de l'enquête par les enquêteurs sur une dizaine de dossiers médicaux, Hogel sera auditionné en prison, où il admettra avoir fait des injections non autorisées. Il le fera de façon progressive, pas tout d'un coup, quoi. Ouais, mais là, on n'est encore pas sur des intentions homicides. Tout à fait. Selon ses déclarations et confronté aux premières preuves, il admet d'abord quelques injections pour, au final, à la fin, bien sûr, avouer 90 injections de traitement, résultant 30 décès et 60 réanimations selon lui. Ah, on n'est pas sur la même gamme là, du coup, on est tout de suite sur du un peu plus psychopathique. Pendant ses auditions, et noté dans les procès-verbaux, il déclare regretter ses actes, mais les justifie en disant qu'il voulait améliorer ses compétences en réanimation et se donner un rôle de sauveur. Les enquêteurs peuvent alors réexaminer et ouvrir des dizaines de dossiers médicaux, entraînant ainsi des exhumations et des analyses toxicologiques, notamment sur la présence de l'antiarythmique, le Guiluritamab, son préféré. C'est ainsi que, même pas sorti de prison, il sera mis en garde à vue en 2014, dans le cadre de décès suspects dans les 2 hôpitaux de 99 à 2005. Mmh. Il y a moins de 10 cas présentés pour le procès, mais à ce moment-là, c'est quand même un peu plus de 30 victimes potentielles qui sont encore à l'étude au moment de l'inculpation. Donc c'est officiellement qu'il est mis en accusation d'homicide volontaire pour 6 victimes formellement identifiées comme telles. Hogel sera évidemment examiné psychologiquement pour vérifier sa responsabilité pénale, bien sûr, avant de pouvoir accéder à son procès. Selon l'expertise, il n'était pas atteint d'une maladie mentale au sens juridique. Il comprenait parfaitement la nature et les conséquences de ses actes, mais il présentait des traits de personnalité narcissique et obsessionnelle liés à un complexe du sauveur. Il provoquait les arrêts cardiaques pour réanimer et être félicité. L'expert psychiatrique a déclaré lors du procès que même si l'infirmier accusé avait présenté des traits de troubles de la personnalité notables, tels qu'un manque de honte, de culpabilité et d'empathie, ces traits n'étaient pas suffisamment graves pour annuler la responsabilité. Le deuxième procès se tiendra donc de septembre 2014 à février 2015, un peu plus court quand même que le précédent. Au tribunal régional d'Oldenbourg, chef d'accusation principale, 3 meurtres, 2 tentatives de meurtre et 1 homicide involontaire identifié par les analyses toxicologiques. Donc là, on a les preuves médico-légales. Ouais, mais c'est comme Mechtilbar qu'on avait traité. En fait, finalement, t'as une énorme quantité de cas. Vraiment. Mais il y en a assez peu qui sont. Et en fait, voilà, à la fin, t'as très peu de preuves directes. Mechtilbar, c'était 76, je crois, et finalement une quinzaine retenues. Donc ces cas ont été retenus parce que les preuves chimiques étaient solides, présence des médicaments antiarythmiques injectés sans prescription. Le procureur explique alors que ces cas ne représentent probablement qu'une partie infime du total, mais que le but du procès est de confirmer juridiquement la méthode et la responsabilité. Pendant ce procès, Hogel va admettre les faits sur ces cas précis et réitère ses regrets, affirmant qu'il agissait pour tester ses capacités de réanimation. On a une réitération aussi des experts psychiatriques sur Hogel. Les experts vont parler d'un comportement pseudo-héroïque motivé par la recherche de reconnaissance. Des dizaines de collègues et de médecins témoigneront sur les taux anormaux d'arrêt cardiaque quand Hogel travaillait et disent de lui qu'il était vu à l'époque comme porte-malheur
Donc ce dont le on parlait fameux tout chat à l'heure. noir dont on parlait, oui. Voilà, exactement. Le verdict du deuxième procès, au 26 février 2015, il est reconnu coupable de 2 meurtres, de 2 tentatives de meurtre et d'un homicide involontaire. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le tribunal soulignera quand même que le nombre total de victimes reste indéterminé, mais potentiellement très élevé. Lors de son incarcération à l'été 2015, on va avoir un petit truc un peu, je trouve assez dégueulasse. Nils Hogel va écrire une lettre à 2 journalistes du Nordwest Zeitung. Nordwest Zeitung. Nordwest Zeitung. Cher Monsieur Singh, cher Monsieur Krogman, a-t-il écrit. Imaginez-vous l'effet que cela me fait. Vous avez largement contribué à ce que je sois qualifié de monstre hospitalier en Allemagne. Ce poids énorme est parfois presque impossible à compenser. Nils Hogel ne parle pas de ces meurtres, bien sûr, là, ni de la souffrance des proches des victimes, ni des victimes elles-mêmes. Il se plaignait de la traque de ces journalistes menés contre lui. Que ses parents aussi avaient été menacés, etc. Dans cette lettre, il utilisera 54 fois le mot « je », « mon » et « moi ». Voilà, jamais une seule fois il parlera des patients et des victimes. Petit trip égotique cette lettre. Ouais. Même les actes... Alors la lettre, vous ne la trouverez pas, il n'y a que juste des petits morceaux partiels. Et en allemand, bien sûr. Même ces actes, il les rapporte à lui-même, puisqu'il dira dedans « Je sais qui je suis, qui j'étais malheureusement, et quelle culpabilité immense je me suis infligée. Oui, je suis un tueur en série. » Donc on retrouve bien dans cette lettre ce que les psychiatres ont dit, il est narcissique, et personnellement, comme je vous ai dit, je trouve ça assez choquant, cette lettre, quoi. Le deuxième procès va attirer une attention médiatique, là pour le coup, nationale, et de nouveaux hôpitaux vont signaler des cas suspects. Alors les nouveaux hôpitaux, c'est son tout premier hôpital. Ah oui. Parce qu'il n'a pas travaillé à 150 endroits non plus. Donc après ce verdict, les autorités allemandes décident de créer une commission spéciale, la Soko Cardio, ou commission spéciale cardio, pour examiner tous les décès dans les établissements où il a travaillé. Oldenburg, Delmenhorst et Wilhelmshaven. Ça va conduire à une nouvelle série d'exhumations massives, quand même. 130 corps sont analysés dans plusieurs pays. Parce qu'en fait, jusqu'en Pologne, en Turquie... Ah oui, il y a eu des rapatriements post-mortem. Et on a l'ouverture du 3e procès qui se fait donc en 2018, et c'est là qu'on en a entendu parler, puisque... De façon internationale, et y compris ici en France. Exactement, puisque ça a, à ce moment-là, une portée internationale. C'est là où on se dit, tiens, potentiellement, il y a eu un gars qui a tué plusieurs centaines de personnes, et là, au niveau du serial killer, ça fait... c'est pas mal. C'est pas mal, ça on se est pose. pas mal. Hogel est revu en 2018, donc avant le 3e procès pour une contre-expertise psychiatrique qui va réaffirmer ce qui avait déjà été dit en 2014 par rapport au narcissisme, etc., qu'il était responsable pénalement. Mais l'objectif de cette contre-expertise, elle était plutôt d'étayer la possibilité de pouvoir lui donner une peine de sûreté maximale, plutôt que de vérifier si oui ou non il y avait une altération de sa responsabilité, puisque ça avait déjà été jugé, ça, en fait. Le 3e procès s'ouvre, toujours à Oldenburg, le 30 octobre 2018, et ce jusqu'au 6 juin 2019. Chef d'accusation, on a 97 meurtres. Alors, j'ai trouvé 130 trucs. À la base, il y avait 106 chefs, et puis après 103. Au final... Si j'ai bien compris, le chiffre que je retrouve le plus, c'est 97 meurtres. Tous par injection de médicaments non prescrits, bien sûr. Hogel reconnaît presque... Oui, parce qu'il a pu aussi avoir, malheureusement ça arrive, des patients qui sont morts de suite d'injections ou de procédures qui étaient entre guillemets normales, et en fait la zone grise, elle est là aussi, donc là... Potentiellement, les médicaments non prescrits, derrière ils sont morts, les médicaments étaient potentiellement létaux. Donc là, on se dit, il y a quand même le faisceau qui est clair. C'est ça. Pour tous les endroits où le faisceau était un peu moins clair, c'est sûr qu'ils ont pas cherché. De toute façon, il était déjà condamné à la réclusion criminelle. Oui, tout à fait. Ouais, mais là, c'est pour les victimes et les familles des victimes de reconnaissance. Non, je suis d'accord. J'ai oublié de vous dire juste avant,
c'est 332 décès suspects, en fait, qu'on a pour lui. Je l'avais dit ou pas? Oui? Oui, mais vas-y, c'est pas grave. Bon. Et c'est juste, donc, il y a assez de preuves pour 97 meurtres. Voilà. Donc, Ogle reconnaît 43 meurtres dès le début du procès et au fil des audiences, mais dans la plupart des cas, il n'a pas été en mesure de se souvenir des détails spécifiques non plus. Mais il n'a pas nié la possibilité qu'il soit responsable des autres décès. Je trouve ça horrible, quoi. Bah, en même temps, au-delà de 10, tu te souviens plus, quoi. Mais c'est un peu ça. En fait, c'est ça l'idée que je voulais dire, c'est que comme son activité criminelle ressemble très fortement à son travail, se souvenir de façon précise de qui t'a tué, comment tu l'as tué, etc. À un moment, je pense que tu te souviens plus de tout. Quand t'es un serial killer, tu vois, tu as un modus operandi particulier, tu vas entre guillemets en chasse, en ville, etc. Tu te mets dans une condition très très différente, je pense, et tu te souviens beaucoup plus de telle personne, je l'ai fait à tel endroit, c'est passé telle chose, parce que c'est pas ta vie quotidienne. Là, c'était sa vie quotidienne, en fait. Tu vois, dans la même journée, il tuait peut-être une personne, et entre-temps, il en soignait 15 autres. Et qu'en fait, pour lui, c'était une injection parmi, je sais pas moi, 25 qu'il en a fait dans la journée. Alors, je l'ai pas noté, mais je me souviens qu'il y a un des articles qui disait que il y a ces co-détenus qui disaient que en prison, il était super à l'aise, et c'est surtout qu'il se vantait qu'il avait arrêté de compter, il me semble, au-delà de 50. Il avait arrêté de compter, parce que bon, c'est bon, quoi. Bref, on a, pendant ce troisième procès, plus de 250 témoins qui seront entendus, donc les anciens collègues, médecins, experts, familles des victimes aussi qui avaient monté des associations. Les audiences sont très médiatisées, filmées partiellement et traduites même en plusieurs langues. Les psychiatres confirment son profil de sauveur pathologique, obsédé par l'idée de provoquer des arrêts cardiaques pour ensuite briller en les réanimant. Certains patients étaient réanimés, d'autres mouraient. Ogle, il n'avait pas du tout d'objectif de mise à mort systématique, mais ses gestes étaient consciemment dangereux et sans justification médicale. On a le journal The Guardian qui dit, lors de la dernière audience avant le procès de la peine, Ogle a demandé pardon aux familles de ses victimes. Il dira « Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à chacun d'entre vous pour ce que j'ai fait au fil des ans. » Au cours du procès, il a pris conscience de l'ampleur des souffrances causées par ces actes terribles. Mais on a des observateurs qui ont commencé à douter de la sincérité des déclarations de Ogle. Jusqu'à ce qu'il avoue finalement certains meurtres, l'infirmier, quand même, a juré sur la vie de sa fille qu'il n'avait tué personne. Un témoin expert a qualifié Ogle de menteur compétent. Bah oui. Le tribunal le reconnaît donc coupable de 85 meurtres sur les 97 cas examinés, avec une peine de réclusion à perpétuité, sans surprise pour personne. Le juge déclare « Vos crimes défient tout ce que l'on peut imaginer dans un hôpital. Vous êtes la plus grande affaire de meurtre en série de l'histoire allemande d'après-guerre. » Un petit nota bene que j'ai noté aussi. Mais c'est pas le plus grand et le plus productif, le plus prolifique des tueurs en série. Apparemment, il y en aurait quand même un peu plus que 85. Oui, c'est ça. Mais par exemple, le Shipman est encore devant, ou tu vois, il y a des. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de podium. Non, c'est sûr. Mais lui, il est très 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 haut sur le podium, ça c'est certain. De toute façon, 50 ou 120, enfin... Non, c'est sûr. Juste un petit nota bene, donc j'avais repéré, j'ai trouvé ça assez vertigineux, on va dire. Il y a le Courrier international qui rappelait, qui a répété un truc qui a été dit pendant le procès, en fait. C'est-à-dire que le juge a calculé la sentence qui a été donnée si ça avait été prononcé aux États-Unis. Ouais. S'il avait dû cumuler les peines pour chaque meurtre, il aurait eu 1275 années de prison. C'est assez incroyable, quoi. Après, c'est vraiment en fait, quand tu tues une personne ou que tu en tues 20, 30, 100, au final, ça change. Il y a plus rien qui change, quoi. Et c'est là c'est là où c'est important dans ce qu'on étudie, nous.
et en particulier quand il y a des soignants qui se mettent à tuer ou à commettre des crimes, c'est que très vite on peut tomber dans du artisanal, voire même de l'industriel, et que ça c'est facile, ouais. Une fois que t'as passé le premier cap, le reste ouais. Et là on voit bien en fait le premier et la confiance. Puis c'est bon quoi. À ce jour, Ogle est toujours dans une prison à sécurité maximale en Basse-Saxe. On sait pas exactement où est-ce qu'il est. Alors, on pourrait penser que c'est fini, mais c'est pas fini. Il y a pas de 4e procès, hein. Par contre, il y a la responsabilité des hôpitaux. Parce qu'ils ont laissé passer ça. Ils ont même un peu, ils ont même un petit peu essayé de mettre ça sous le tapis, en fait. Complètement. Donc là, on a la clinique d'Oldenburg et l'hôpital d'Elmenhorst qui vont avoir des soucis, puisqu'ils sont gérés par la supervision du gouvernement régional. Après le verdict de 2019, on a plusieurs audits et enquêtes qui ont mis en lumière les alertes internes qui avaient été ignorées. Certains collègues avaient signalé une augmentation anormale de décès et la fréquence des réanimations lors des gardes de Ogle. Et là, encore une fois, regardez ce qui se passe, ce qui se dit au niveau de Frédéric Péchier, du procès de Frédéric Péchier en ce moment. On a aussi des changements de service sans rapport disciplinaire pour lui. Quand il est passé du service 211 à l'anesthésie, par exemple. Lorsqu'il a été aussi déplacé, entre guillemets, d'Oldenburg vers Delmenhorst, les anciens employeurs n'ont pas signalé leurs soupçons au nouvel établissement. On a une culture hiérarchique défaillante où les supérieurs hiérarchiques ont préféré éviter le scandale plutôt que d'alerter la police. En 2020, la Cour des comptes de Basse-Saxe a parlé d'un échec collectif du système hospitalier. En février 2021, on a donc un procès qui s'ouvre à l'encontre des hôpitaux. Surtout... des responsables. Voilà, des responsables. Toujours par le tribunal régional d'Oldenburg, bien sûr. 7 personnes sont mises en cause. 2 anciens cadres de la clinique d'Oldenburg, 3 cadres de l'hôpital de Delmenhorst et 2 médecins-chefs. Les chefs d'accusation seront complicités par négligence. Ils n'ont pas empêché les crimes alors qu'ils en soupçonnaient quand même la possibilité. Et oui. Non. Et le verdict sera rendu le 28 février 2023. Donc là, on est sur 2 ans aussi d'expertise. Donc c'est avant-hier. C'est littéralement hier avant-hier, ouais, complètement. Donc 2 cadres hospitaliers condamnés, peine avec sursis entre 10 et 18 mois de prison, pour homicide involontaire et par négligence, Pour homicide involontaire par négligence. Les autres personnes ont été acquittées faute de preuves directes qu'ils savaient, et le parquet a renoncé à faire appel. Le juge aura déclaré « Les signaux étaient là, mais personne n'a voulu les voir. Vous avez privilégié la réputation de votre établissement à la sécurité des patients. » Et alors ça, c'est un truc que j'affirme là maintenant, mais un tel cas, et là on le voit bien, on l'a bien vu dans un certain nombre de cas en France qu'on traitera. Je parlais beaucoup de Péchier, mais il y a aussi Bonne Maison à Bayonne. Il y a cette culture-là, pour moi, elle existe en France et elle est quasi quotidienne. Alors, je pense que ça existe partout dans le monde, en fait. Et que aujourd'hui, demain, on découvre ce genre de truc, on verra que les signaux n'ont pas été écoutés, que il y a énormément de lâcheté de la part des chefs de service, des responsables, des trucs, et puis finalement les choses sont mises sous le tapis en espérant que ça se passe ailleurs et ci et ça, et ça c'est valable pour les crimes homicides comme ça, pas de souci, mais aussi pour d'autres types de crimes, les agressions, les violences, et ça honnêtement, je pense que on a vraiment beaucoup de questions à se poser et que le système est pas du tout mûr. Et là, on parle d'hier 2023. Honnêtement, en France aujourd'hui, je pense que tous les jours il y a des cas comme ça. Ouais. Alors peut-être pas forcément des morts aussi prolifiques. Il n'y a pas que les morts, il y a les violences sexuelles comme tu dis. C'est ça, les agressions, oui, complètement. Beaucoup de choses à travailler encore. Complètement. Et pour finir, donc, ça a eu des conséquences, ces procès, puisqu'il y a eu des réformes et des conséquences politiques. Donc déjà, en 2019, on a le ministre de la Santé de la Basse-Saxe
Carola Reinmann, qui a présenté ses excuses publiques. Nous devons admettre que nos structures ont échoué à détecter et à arrêter ces actes. C'est pas vraiment ça, mais bon. Des réformes ont été mises en place. La création d'un registre central des incidents cliniques suspects. Le renforcement des obligations de signalement entre établissements lors des transferts de personnel. La mise en place de procédures de contrôle qualité renforcées dans les unités de soins intensifs. L'obligation pour tous les hôpitaux de Basse-Saxe d'avoir un Patient Safety Officer, ou responsable de sécurité des patients, qui a un rôle de surveillance. Il analyse les incidents, il suit les décès, détection des tendances aussi. Il a un rôle de coordination. Il fait des rapports aux autorités, des audits, des recommandations. Il a un rôle de prévention. Il fait des formations auprès du personnel soignant, des protocoles de sécurité. Il fait des alertes précoces. Il a un rôle de transparence. Il fait de l'interface entre soignants, direction et famille. Et il fait des rapports pour les autorités de tutelle 1 fois par an. On est très très loin de ça en France. Oui. En France, on a la commission des usagers avec des usagers qui sont issus du milieu associatif des usagers, qui sont informés comme on peut, comme on veut par les directions, et qui sont pas forcément, qui sont loin, très très loin de ce genre de choses. Il y en a qui sont plus impliqués que d'autres, mais là pour le coup ça devrait être vraiment un truc qui systémique, qui devrait se développer pour avoir une sorte de contre-pouvoir en fait. Ouais, complètement. Et enfin, il est indépendant de la hiérarchie médicale directe pour éviter les pressions internes. Alors ça, c'est pour ces réformes ont été mises en place pour la Basse-Saxe uniquement, puisqu'ils fonctionnent en région. Parce que c'est voilà, mais en fait, ça a été mis au fur et à mesure sur toute l'Allemagne. Voilà, j'en ai fini avec cette histoire. J'espère que ça vous aura plu, ainsi qu'à toi, Falciparum. Moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas, de le traiter. Ouais. Je partais sur quelque chose de très très court. Puis finalement, il y a eu quand même pas mal de choses à voir. Du coup, maintenant, on peut leur faire une interrogation sur la physiologie cardiaque et sur... J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Si c'est le cas, vous dites si on en dit trop ou pas assez. Enfin, n'hésitez pas à nous faire le retour là-dessus. Pour savoir si vous pensez que c'est inutile ou alors vraiment de décrire plus succinctement. Dites-le nous. Ça, c'est intéressant pour nous de savoir ce qui est bon de faire ou pas. Bon, moi, en tout cas, j'ai bien aimé cette histoire, que je connaissais relativement bien. C'est un cas très très emblématique et quasi. C'est un des cas qui était dans notre top des cas qu'on voulait traiter dans Medicine City et qui entre typiquement dans l'analyse qu'on veut faire de ces crimes-là. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le podcast, c'est que c'est typiquement le genre de profil où avant qu'on se pose des questions, en fait, il a fait des dizaines et des dizaines de victimes. Et alors au final on a des chiffres qui veulent quasiment plus rien dire parce que comme on dit au-delà de une, c'est déjà trop. Et le temps qu'on se rende compte de tout ça, finalement, oui, il a tranquillement fait son petit bonhomme de chemin. Que en 5 ans en plus, quoi. Que en 5 ans. Ouais. Et encore, c'est parce qu'il sincèrement, il n'a pas du tout été fin dans ce qu'il faisait, puisque c'était très visible, très graphique, très immédiat. Il y en a d'autres qui font des dégâts qu'on ne voit pas. Il suffit d'utiliser des médicaments moins immédiatement toxiques ou ici et ça, quoi. Et donc non, c'était un cas très très intéressant qui était important de traiter. Et moi j'ai bien aimé. Ok, super. Et il y avait moins de mots allemands qui t'ont moins fait galérer que pour Asperger. Et je me suis entraînée. Je suis allée demander à Google Trad pour les prononciations aussi. Et je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai quand même fait exprès de dire dans la ville de ses études, plutôt que de répéter. Voilà. On trouve des feintes. Bon, voilà. Merci à tous pour vos retours et vos écoutes de nos épisodes aussi. C'est toujours très sympa. Abonnez-vous sur nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha et toutes les autres que vous connaissez habituelles.
N'hésitez pas surtout à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur Apple Podcast, des étoiles aussi sur Spotify, etc. Des pouces levés. Allez-y. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi. Sur Facebook, on est la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Sur Instagram, on est medicinecity.podcast. TikTok, on laisse tomber, on avait dit. Partagez, likez, commentez. Sentez-vous libre de nous faire tous vos retours ou de suggestions. Falsiparum, je te laisse nous teaser le prochain épisode. Alors il y aura pas mal de choses. Il y a l'épisode régulier qu'on va enregistrer et pour lequel je vais vous parler probablement d'un cold case ou d'un des plus grands cold cases de notre univers. Donc pour ça, je vais vous emmener en Normandie et on va faire une grande balade autour du monde. Ça, c'est le prochain épisode régulier. Ouais. Et puis après, on a prévu 2 autres petits épisodes. Le premier que bonus. vous aurez la veille de celui-là. Voilà, qui est un épisode spécial Halloween. D'ailleurs, je C'est ça. rappelle que que sur nos comptes Instagram, Facebook, tout ça, en ce mois fantasmagorique d'octobre qui nous amène à Halloween, nous publions tous les jours une petite histoire brève qui a vocation à gentiment faire peur sans être nécessairement gore. Mais voilà. ça fait réfléchir quand même. Voilà, c'est ça. On se dit, tiens, ça tease un petit peu la peur ou les angoisses qu'on peut avoir. Donc ça, c'est pendant tout le mois d'Halloween. Donc à la fin, on s'est prévu un petit épisode où on va vous raconter quelques histoires courtes. Pas forcément qui font flipper. Non, c'est ça. Mais quand même un peu paranormal. C'est ça. Ou pas. C'est ça. On ne sait pas. Et avec des invités spéciaux aussi. Voilà. Et donc après, on va participer au festival Podcastre qui va se dérouler donc en public. Ça sera notre première sortie publique. Premier live à Castres, donc au sud de la France, et nous allons y enregistrer un épisode donc en public. Alors si vous voulez venir au Podcastre, alors qui est un dérivé de Podren, qui est très connu en France. C'est le 8 et 9 novembre. Ouais. Nous, on passe le dimanche 9 à 14h30, il me semble. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est un prix libre. Donc, il n'y a pas de tarif. Vous mettez le prix que vous voulez. Sachant qu'il faut quand même réserver, il me semble. Place, vous trouvez tout sur... Alors, sur nos comptes, on avait mis des liens. Tapez Podcastre. Ouais. Podcastres. Sur Google, sur Insta par exemple, et vous les trouverez. Et ou alors si vous suivez sur nos réseaux, vous aurez les petits liens. Et donc oui, on sera J'avais en fait une publication Insta là-dessus. Les 8 et 9 novembre. Et on va parler d'un cas d'excision et de mutilation génitale féminine. Et là, pour le coup, c'est pas un sujet facile. Non, c'est pas facile. Là, pour le coup, on travaillera le sujet ensemble avec Falsiparum. On fera ensemble la présentation et ça sera pas, il y en a un qui écoute et l'autre qui commente. Tout à fait. Voilà. Donc pas mal de teasing, pas mal de choses et après on reprend les épisodes réguliers. Oui, tout à fait. En tout cas, merci à tous et restez à l'écoute des pulsations qui montent depuis les ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.